Je viens d'arriver à l'Arche de la Nature pour la fête de la ferme et du jardin et je viens de retrouver Cédric Le Breton. Cédric, tu feras attention, tu as un oiseau dans le nez. Oui, j'ai cru ça. Oui, j'ai cru voir quelque chose d'esthétique, de très beau. Mais oui, il est assez calme, assez doux. Mais oui, c'est l'art au jardin, en fin de compte, hein. On a beaucoup d'artistes qui sont venus aujourd'hui pour la fête du jardin et de la ferme. Et d'ailleurs, on découvrira plein de choses. On va commencer par le jardin, notamment par Maxime, le responsable du jardin, qui est venu parler un petit peu de ce lieu très secret et très joli. Bon, on y va. C'est toi qui me suis cette fois-ci. Allez. Bon, Cédric, tu viens de le dire, on a retrouvé Maxime qui est le responsable du jardin potager de l'Arche de la Nature. Bonjour, ça va bien Maxime? Bonjour, ça va et vous? Impeccable. Alors, c'est une sacrée responsabilité, dites donc. Oui, alors je suis bien entouré, j'ai 2 collègues qui sont performants. Moi je suis arrivé récemment, il y a 2 mois. Et donc voilà, Vous aviez une formation à la base de jardinier, de paysagiste? J'ai une formation en biologie qui me permet de connaître un petit peu l'ensemble des êtres vivants. Et j'ai enchaîné avec une formation agricole et j'ai monté une exploitation maraîchère. Ah oui, rien que ça, dites donc, il est prolifique ce garçon. Et alors donc du coup, il y a, j'imagine, des variétés différentes dans ce potager. Est-ce qu'il y a des variétés anciennes, exotiques? On est plutôt sur des variétés anciennes. Les variétés, on va dire modernes, qui sont utilisées pour les cultures commerciales, on les traite pas trop ici. Ce qu'on veut, c'est vraiment montrer de la diversité. Et de la rareté alors du coup. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Donnez-nous des exemples, par exemple là, tout ce qui est de saison. Alors là, il nous reste un petit peu de courgettes. Les tomates commencent à se faire rares. Elles ont pris le mildiou il y a une bonne semaine. Après, on a tous les légumes feuilles, les épinards, les blettes, les laitues, les chicorées. Il y a de quoi faire. Les melons, on n'en a pas encore cette année. Les pastèques non plus. Il y a vraiment beaucoup de diversité. On a énormément de fleurs cette année. Ah, ça c'est super. Et du coup, ça représente combien de mètres carrés au global ce jardin? Au total, il fait 2100 mètres carrés. Tout n'est pas exploité parce qu'il y a beaucoup d'allées, il faut que les gens puissent circuler pour avoir différents points de vue, observer. Et du coup, comment ça se passe pour l'irrigation, pour tout ça? Alors cette année, pas d'irrigation, irrigation naturelle, coup de bol. Donc je vous ai dit, je viens d'arriver et moi je suis plutôt partisan du moindre arrosage possible. Ce que j'aime bien, c'est laisser les légumes s'endurcir. Et je pense que c'est une bonne méthode pour à la fois... le goût? Surtout le goût et aussi le travail des jardiniers. Ok, d'accord. On se facilite la tâche, quoi. Oui. Bon, écoutez, merci Maxime pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Un visage ami que je retrouve aujourd'hui. Vous le savez, c'est la fête de la ferme et du jardin. Et donc, qui dit ferme dit Agnès. Ça va bien? Ça va super bien. Il fait beau, on est bien. Ah oui, il fait beau pour l'instant. Pour l'instant, mais profitons-en. Alors bon, donc là, l'idée, c'est d'apprendre à traire une vache, c'est ça? Oui, c'est s'essayer avec une vache où il n'y a aucun danger. Et elle s'appelle Marguerite. Ah, Marguerite, j'adore ce prénom, c'est tellement fleuri. Puis là, au moins, je suis sûre de ne pas me prendre un coup de sabot. Moi, je veux tester, moi. Oui, on y va. Ah bon, voilà, faut m'expliquer comment ça se passe. Alors, tu viens te mettre devant et tu prends un crayon dans chaque main. D'accord. Et puis, tu appuies et tu relâches pour que le lait puisse revenir dans le crayon. D'accord. Et à tour de rôle, tu traies. Très bien. Voilà. Ça a l'air simple, hein, comme ça. Peut-être que je vais t'en envoyer dans l'œil. Ah non, tu vises le seau, pas ma tête. Oui, alors là, je garantis rien. Bon, je vais essayer. Je te file le micro. Vas-y. Alors, donc on a dit un coup, hein, c'est ça? Voilà. Alors. Et on relâche. Oh, elle est sympa, cette vache. Marguerite, je t'adore. Je suis prête pour la traite. Ah voilà, ça tourne. Ah bah voilà. Ah ouais, Ça y est, t'es prête. La pauvre vache lui fait peut-être un peu mal, non? Non, ça va là, ça va. Du moment que tu tires pas vers le bas, Ah, ça fait pas mal. donc c'est ça, il faut pas tirer vers le bas. Il faut juste appuyer. Appuyer et relâcher. Appuyer, relâcher pour que le lait sorte et pas tirer vers le bas. Voilà. Ok. Je pense que je suis prête pour... C'est bon, merci. Bravo. Agnès, t'es au top. Je t'aime. Alors Cédric, évidemment on l'a dit, c'est la fête de la ferme et du jardin. Qui dit ferme dit vache, dit chèvre, enfin dit voilà. Oui, mouton, ça. Mais là, évidemment, on est près des biquettes et des boucs. Donc d'ailleurs, on peut le sentir. Hein. On le sent, j'adore cette odeur moi personnellement, ça me gêne pas. Une petite fragrance sympa quand même. Et oui, ce sont des chèvres défaussées. Oui, c'est une race de chèvres. Et il y a eu un concours donc, qui a commencé hier, organisé par l'association de sauvegarde de chèvres défaussées.
Et on a un jury, j'imagine, évidemment, un président. C'est très sérieux, donc on choisit la plus belle chèvre et le plus beau bouc. Il y a des critères, et oui, comme pour les Miss. Hein. Donc on va savoir plus avec Jackie, le président de l'association. Ah bah très bien, on va aller voir Jackie. J'avais dit que c'était les stars de la journée, nos petits amis à quatre pattes. Bonjour Jackie, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, impeccable. Oui, donc... Racontez-nous tout. La chèvre du fossé. Oui, la chèvre du fossé, c'est un animal qui était disparu de l'ouest de la France. Il ne restait plus que 60 animaux dans les années 2000. Quoi. Ah oui, tout de même, oui. Donc c'est... On a retrouvé 60 animaux. Donc on a mis tout pendant une vingtaine d'années, on a fait la conservation. Et maintenant, on essaie de la valoriser. C'est une chèvre c'est l'animal de la famille qui était avec, pour les besoins familiaux, 2 chèvres pour faire du lait pour les gens pauvres. Parce que souvent, elles ont quoi comme particularité ces chèvres? c'est-à-dire qu'elles se nourrissent facilement de ligneux, de choses, de pas besoin d'une nourriture intensive. C'est l'inverse. Donc c'est des animaux qui se nourrissent des haies, d'autres choses comme ça. Et ça supporte tout type de température? Oui, alors ils ont du long poil, c'est la chèvre du milieu humide de l'Ouest. Ils ont du long poil pour les protéger. Comme on voit le bouc là, c'est exactement ça. Et donc c'est des animaux qui étaient donc en déclin. Donc on a valorisé. Maintenant on a à peu près 1500 chèvres. Quoi. Mais que Bretagne, Normandie, Pays de Loire en gros. Hein. Et tous les ans on fait un rassemblement pour essayer, parce que c'est une race qui a encore été hétérogène, puisque c'est une race une race ancienne qui a été remise. Donc on cote les animaux, on regarde les aplombs, les postérieurs, s'ils sont bien d'aplomb, s'ils ont des cornes comme il faut, s'ils ont des... Ah, donc c'est ça les critères pour se définir quelle est la plus belle chèvre et quel est le plus beau bouc. Alors la chèvre, pour la chèvre. La plus belle, c'est surtout qu'elle soit un état fonctionnel, un animal qui soit bien bâti dans son squelette et autres. C'est surtout pour compter. Donc le dysfonctionnement, c'est au niveau osseux, c'est les sabots, c'est les cornes. Ça pourrait avoir des pieds qui rentrent en dessous, enfin des choses comme ça. C'est une chèvre qui est toujours à l'extérieur, c'est jamais une chèvre qui est mise en dedans. Même les laitiers qui l'utilisent pour faire du fromage et autres, ils font le pâturage en extérieur toute l'année. Et le bouc, c'est les mêmes critères que pour les chèvres ou il y a autre chose? C'est les mêmes critères. Écoutez, merci pour toutes ces informations, Jackie. Elles sont très belles ces chèvres. Ouais, elles sont belles. Oui. C'est les plus belles de France. Évidemment, elles sont de chez nous. Évidemment, et puis c'est les nôtres. C'est ça. Merci Jackie. Cédric, on vient de voir Sabine à l'action en train de dresser un chien qui s'occupe des moutons, c'est ça? Oui, des troupeaux de moutons donc, qui arrivent à gérer à distance avec des cris, des appels, pour dire ce que le chien doit faire pour emmener le troupeau à tel ou tel endroit, le faire passer entre 2 bancs. Voilà, c'est assez extraordinaire et magique. Bon. Bonjour Sabine, ça va bien? Oui, merci beaucoup. D'où nous vient ce joli petit accent? Moi je suis suédoise. Ah oui, donc rien à voir, Cédric me disait que vous étiez hollandaise, donc il n'a rien compris. Non, Ikea, Volvo, Père Noël, Abba, ça c'est la Suède. Hein? On aime bien la Suède. Alors là, il se met à pleuvoir, donc on va essayer de faire assez vite. Alors Sabine, expliquez-nous. Il pleut trop fort, on arrête? Ok. Bon, alors Sabine, on reprend parce que la pluie nous a surpris, donc on a dû se mettre à l'abri évidemment. C'est tout un programme. Alors Sabine, expliquez-nous. Donc c'est quoi comme race le chien que vous utilisez donc pour gérer les moutons? Moi, j'utilise le Border Collie. C'est une race de Grande-Bretagne, mais on a aussi bien sûr de races françaises, le berger de Beauce, le berger Briard, Picard, le berger de Pyrénées. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité ces chiens? Est-ce qu'ils sont plus doux? Est-ce qu'ils sont plus... Par tradition, les races continentaux qui viennent de la continentale, donc les races françaises, les bergers belges, bergers allemands, bergers hollandais, ils travaillent plus avec de grands lots et plus cool. Ils déplacent avec une très calme. Le Border Collie, ça vient de travailler dans les montagnes d'Écosse, par exemple. Donc c'est un chien qui est très vif, qui peut travailler dans de grandes distances de son maître et qui peut couvrir des grandes distances, qui peut travailler plus loin de son maître. Donc des grands espaces. Alors du coup, combien de temps ça prend pour justement dresser un Border Collie afin qu'il puisse gérer donc un troupeau de moutons? Ça dépend le chien. Si on a un chien qui a l'aptitude, ça peut aller vite. Si on a un chien qui n'a pas l'aptitude, le pas instinct, on ne va jamais arriver. Donc quand vous dites aller vite, c'est-à-dire ça se chiffre en mois, en années? Ah non, c'est des années quand même. Parce que d'abord, on leur apprend des bases. C'est comme nous, quand on apprend un métier, on fait d'abord la formation, on apprend la théorie, mais après, il faut l'expérience. Et le chien, avant qu'il ait l'expérience, c'est comme des gens qui quittent directement de l'université. Ils connaissent la théorie, mais pas la pratique. Au départ, pour le dresser, vous parlez en quelle langue? Moi, je choisis de le parler anglais parce que c'est un peu la tradition de cette race, comme il vient de Grande-Bretagne. En anglais, on a des mots spécifiques. Comme quoi, par exemple? On ne dit pas gauche-droite. Come by, c'est gauche. Away, c'est droite.
Et on dit, c'est pas logique, mais on dit stand, ça veut dire debout, mais pour le chien, ça veut dire coucher. Dans le monde de chien troupeau, ça veut dire coucher. Et on dit walk on pour avancer et stand pour coucher. Et alors apparemment, vous le dirigez avec des cris? Pas vraiment des cris, parce que s'il faut crier, ça va me coûter mon poids, mon voix. Donc quand c'est des grandes distances et beaucoup de bruit, j'utilise le sifflet, ça porte plus loin. Comme ça, je n'ai pas besoin de crier. Écoutez, formidable. Merci pour toutes ces informations, Sabine. Génial. Alors là, aujourd'hui, évidemment, on a un illustre invité qui est là avec nous, qu'on ne présente plus, Alain Bougrain-Dubourg. Vous le connaissez comme homme de télévision, journaliste, réalisateur, producteur, mais aussi, évidemment, très investi pour la cause animale, président de la LPO. Donc c'est fantastique. Et puis il est accompagné de Patrick Scheider, donc qui joue au piano aujourd'hui. Et plus que ça, qui a initié un programme des Jardins et des Hommes qui nous invite à un vagabondage entre la musique et la littérature consacrée à la nature. Donc on a des gens comme Victor Hugo, George Sand, Léonard de Vinci. Et vous-même, non? Moi aussi, oui, j'ai écrit un peu, oui. Et donc ce sont des textes qu'on dit intercalés avec des pages musicales de très haut niveau. Et la conjugaison de la musique et de la nature me paraît essentielle. C'est une autre approche de militer pour le respect du vivant. Donc c'est une ode à la nature, un savant mélange vraiment pour le coup de musique et d'histoire. Comment vous est venue cette idée, Patrick? Alors d'une manière totalement intuitive, je suis incapable de le justifier, il y a une dizaine d'années. Et très vite, Alain nous a suivis, il y a maintenant 5 ans. Et l'idée, c'est de montrer que écologie et culture, art, ont tout à faire. Et d'ailleurs en France, ce sont des artistes qui les premiers ont défendu le patrimoine végétal naturel. Une lutte emblématique, celle pour la lutte de la forêt de Fontainebleau. Et George Sand, les peintres de Barbizon, Théodore Rousseau étaient en première ligne, aidés de Victor Hugo. Donc en France, à une époque où les scientifiques et les politiques étaient assez absents du débat, les artistes ont obtenu du résultat. Donc c'est l'histoire positive, fondatrice, qui doit aussi donner courage aux personnes qui s'engagent comme Alain, la génération Z. Il y a des racines, donc en avant. C'est un très joli mot de fin, les racines, c'est magnifique. Et alors du coup, vous êtes venu ici à l'Arche de la Nature parce que vous êtes le parrain de l'Arche de la Nature. Tout à fait, c'est un lieu magique. J'ai l'impression unique en France et par conséquent dans le monde. Non, c'est un lieu où on agrège tout. On voit bien dans les allées cette convivialité qu'il y a ici. Et quand je dis on agrège tout, je pense aux étangs, je pense au bétail qui est là, je pense au potager, je pense à toutes ces choses de la nature qui nous enracinent à nouveau, nous, l'homme, les bipèdes que nous sommes, alors qu'on a rompu avec cette nature et qu'on en souffre aujourd'hui. On a été vers les villes, il faut reconjuguer la nature et l'homme, comme le faisaient les anciens. Alors c'est vrai que la modernité n'est pas à rejeter, hein, elle a bien des éléments positifs, mais pour autant effacer la nature, voire trop souvent la mépriser, c'est pas acceptable. Et aujourd'hui, on vit à crédit sur cette nature, sur cette planète, et on doit s'intéresser, je vois des enfants partout autour de nous, aux générations futures. C'est ça, donc c'était l'enjeu de ce concept, c'était vraiment de sensibiliser, de ramener les gens à l'essentiel et effectivement à ce qui nous entoure. Oui, c'est aussi de dire que l'écologie doit être perçue par l'essence, par la sensibilité, par l'amour qu'on peut porter à la nature, et pas seulement par la raison, les graphiques et les bonnes intentions, qui sont justes d'ailleurs. Mais comment faire passer un message? Tout le monde n'est pas censé être scientifique, nous tout comprendre. Moi-même, je n'ai pas lu le rapport intégral du GIEC. Donc pouvoir le sentir, le percevoir et l'aimer d'une manière intuitive est aussi important que le fait de le comprendre. Et à la fin, les deux se rejoignent. C'est ça un engagement. Écoutez, bravo messieurs, c'est un très beau projet. Merci beaucoup, merci 1000 fois. Merci. Bon ben voilà, c'est la fin de l'émission. Oui, je me suis transformée en fraise, je me suis mise au goût du jour du jardin. Je vais d'ailleurs filer dans une tarte très bientôt. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis de prendre soin de vous surtout, puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est Pile Poil et compagnie qui m'a prêté ce super costume. Et si vous voulez tout savoir sur eux, pilepoilplanète.fr. Voilà, je vous embrasse.